Bonjour Marie, Bonjour Steven, merci de m'accueillir. je t'en prie, et puis merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Donc je suis ravi de t'accueillir voilà, pour cette nouvelle émission. Tu es une femme, je trouve, atypique, extraordinaire. On va dire, tu as un parcours, je trouve, hors du commun et tu es voilà, quelqu'un d'inspirante. Et voilà, je suis content de pouvoir échanger avec toi. Donc tu es voilà, une des premières femmes, en tout cas, à avoir établi un tour du monde en courant. Et tu as fait plus de 700, c'est ça, 700 marathons, si je ne me trompe pas. 698 pour être précis, c'était donc 698, voilà, voilà. on peut arrondir à 700 marathons autour du monde pour que les gens se rendent compte un peu de la tâche accomplie, voilà, à travers 4 continents et donc un tour du monde du mieux qu'on peut parce qu'il y a plus d'eau que de terre sur Terre, donc voilà, donc on le fait en traversant les continents. Tout à fait. Et aussi la plus rapide, la femme la plus rapide aussi à avoir établi ce périple. Donc moi, première question, Marie, que je voulais te poser, c'est d'où est venue ta passion, ou en tout cas les éléments déclencheurs qui t'ont amené à faire à courir en tout cas. Je pense qu'il y avait deux choses sous-jacentes dans ce départ sur un tour du monde en courant. Il y avait d'abord un, un nomadisme qui, moi, fait partie de ma vie depuis mes 20 ans. Je suis partie de France à 20 ans et puis je vais de pays en pays depuis. Et donc ça dénote une curiosité. C'est pas juste la bougeotte pour la bougeotte, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est la curiosité de savoir toujours mais comment on vit ailleurs, comment les humains habitent cette terre, en fait. Et pour moi, la plus belle manière de le savoir, c'est en allant m'immerger donc, dans des cultures différentes, dans des langues différentes, dans voilà, des parties du monde différentes aussi. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi un amour de la course à pied qui, moi, m'est tombé dessus à 26 ans, quand j'ai commencé à courir et que ça a vraiment révolutionné ma manière de vivre d'une part, mais aussi de découvrir le monde. Et puis, j'ai mis ces deux éléments en adéquation et ça a donné cette idée de tour du monde en courant. J'ai trouvé l'idée fabuleuse. Moi, elle m'a complètement collé un uppercut. J'ai regardé si c'était possible et j'ai vu que 6 personnes avant moi l'avaient fait, une femme et 5 hommes. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est possible. Et tout est parti de là. Ouais, ouais, j'imagine que tu as beaucoup de choses à partager parce que tu es aussi conférencière également. C'est ça. Donc l'idée en revenant de ce tour du monde, c'était de partager aussi. Moi, je viens d'un milieu je viens pas du tout du milieu du sport, je viens du milieu de l'entreprise. Mais ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça l'est pas du tout. En fait, en entreprise, on mène des projets, on essaye d'avoir des équipes qui adhèrent à des projets, on les emmène dans des choses qui paraissent souvent très ambitieuses, inatteignables. On a souvent des objectifs au travail qui paraissent hors d'atteinte. Et en fait, c'est comment on va chercher ces objectifs et comment on se démoralise pas. Moi, sur ce tour du monde qui paraissait impossible, quand on dit qu'on part pour 700 marathons seule sur les routes du monde, une femme en autosuffisance pour plus de 2 ans, les gens me disent non mais t'es un peu ça va pas quoi, c'est impossible ton truc. Et en fait c'est ça, il y a une manière d'arriver à réaliser ce que les autres pensent impossible et il y a une manière de s'organiser, d'organiser ses pensées, d'ancrer sa motivation qui fait que eh bien on y arrive et qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour accomplir des choses extraordinaires. Alors avant de revenir au côté comment tu as fait, en fait, comment ça s'est passé dans la logistique pour réaliser ce périple-là, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est comment tu t'es dit dans ta tête que c'était possible, que toi, tu pouvais le faire. Eh bien, c'est ça justement. Pour moi, ça a été le facteur du eh bien donc c'est possible. C'est quand j'ai vu que 6 personnes l'avaient fait avant moi. D'accord. Alors 6 personnes sur Terre, c'est pas beaucoup. Quand on met ça un petit peu en perspective, il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune que de gens ou dans l'espace que de gens qui ont fait un tour du monde au courant. 6 personnes, c'est fort peu. Mais j'étais bien consciente que c'est pas un rêve qui habite énormément d'êtres humains d'aller faire un tour du monde en courant. Le rêve du tour du monde, il est très universel. Ça, je l'ai vu. À travers mon voyage notamment, il évoque quelque chose chez tout le monde, sans exception quasiment. Mais en revanche, en courant, effectivement, c'est pas un rêve commun. Et donc, moi, à partir du moment où je me suis dit que 6 personnes avaient fait, ça validait simplement le fait que le corps humain pouvait le faire. Et j'ai recherché, j'ai lu les livres de mes prédécesseurs, je suis allé voir un peu leur voyage, comment ils s'étaient organisés, et j'ai vu très rapidement un dénominateur commun, c'est et ils disaient tous la même chose en revenant de ce voyage, c'est pas du tout le corps qui est le guide, c'est pas, vous n'allez pas réussir cet exploit parce que vous êtes le plus affûté, le plus préparé, etc. physiquement. C'est ce qui va faire que vous allez au bout, c'est votre désir, c'est la force de votre désir
de voir le monde, votre curiosité inextinguible presque. Et ça, je savais que je l'avais en moi. Et donc, du coup, ça a validé le fait que, oui, je suis petite, hein, je fais 1,64 m, je suis pas forcément taillée comme une athlète longue et fine d'endurance, mais je savais que ça allait pas du tout être le critère et que ça allait pas se jouer là-dessus. Et que si j'étais raisonnablement entraînée, euh, la force de mon désir allait pouvoir m'emmener au bout. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça, j'aime le partager parce que ça enlève des barrières chez les autres. Ce que ça a fait chez moi, j'aime aussi le transmettre pour dire à d'autres, vous n'êtes pas forcément celui qui a le meilleur profil pour y arriver, mais juste pensez à ce qui vous anime. Et si c'est assez fort, vous pourrez y aller. Et pour moi, c'est ça qui rend les choses possibles. Parce que dans les 6 personnes qui ont réalisé cela avant toi, c'est qu'il y avait des hommes et une femme. Tu t'es pas posé la question, c'est les hommes qui ont fait. Enfin, le fait qu'il y ait une femme, toi, est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout? Oui, C'est bien que. sûr. Et puis en plus, j'ai lu le livre de cette femme, que d'ailleurs, je la rencontre dans 2 semaines pour la première fois. Elle habite au Ça, c'est Royaume-Uni, marrant, elle habite ça. à Brighton. Oui, 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 elle a plus de 70 ans maintenant. Waouh. J'ai lu son livre et qui était absolument extraordinaire. Il faut savoir que Rosie, c'est son nom, Rosie Swellpop, elle a fait un truc fou. C'est-à-dire qu'elle est partie de chez elle en Angleterre. Et bon, elle a pris juste un petit ferry à un moment donné pour rejoindre le continent, hein, au niveau de la Hollande. Et puis, elle a fait un tour du monde par l'hémisphère nord, c'est-à-dire qu'elle a traversé toute la Sibérie Ah oui, en ça. courant seule, ce qui est fou, jusqu'à Ouais. Vladivostok, Magellan, en fait, Magadan, pardon. Et puis, elle a traversé le détroit de Bering, encore une fois, un petit saut de puce, mais qui est vraiment minuscule. Et elle a traversé tout l'Alaska en passant par des contrées où il n'y a même pas de route, hein, c'est que des villages esquimaux de temps en temps. C'est-à-dire elle l'a fait vraiment à la dure, j'ai envie de dire, et de savoir qu'une femme avait fait quasiment le tour du monde le plus compliqué à mener Ouais. seule en autosuffisance, je me suis dit, mais elle a enlevé toutes les barrières dans ma tête. Enfin, c'était évident que c'était possible pour moi. Donc, parlons de toi, du coup, comment tu as préparé cela? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as changé ton alimentation? Et j'ai vu que tu t'entraînais, en fait, tu allais à ton travail, c'est ça? Tu faisais le retour en courant. Donc, voilà, C'est explique-nous un peu ça. comment ça s'est passé ta préparation. Alors, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, donc quand l'idée du tour du monde s'est vraiment fixée dans ma tête et c'était sûr que je voulais aller faire ce tour du monde en courant, et bien j'ai réagi comme je réagis au travail quand je gère mes projets. J'ai défini 3 axes. Voilà, il y avait l'axe financier, l'axe logistique et l'axe physique. Et pour moi, les trois étaient également importants. Financier parce que j'allais y mettre toutes mes économies. C'était évident que j'allais pas trouver de sponsor. J'avais aucune légitimité moi-même en tant qu'athlète ou sportive. Donc c'est difficile voilà, d'obtenir des sponsors qui vont se mettre derrière vous, évidemment, quand vous n'avez Tu aucune vas essayer ou pas? légitimité. Tu vas essayer ou pas avant? Ou tu avais démarché ou pas Oui, du je vais essayer parce que sur les conseils insistants de quelques amis qui me disent mais bien sûr que tous les sponsors vont vouloir se rallier à ta cause, attendez-moi un courant. Et en fait tout? non, j'ai eu beaucoup de Ok. portes fermées, incluant pour la petite anecdote la poussette que je poussais une poussette pour, on va partir dessus après, c'est la partie logistique, À pour 3 roues? transporter mes affaires, c'était donc dans une poussette parce que c'était impossible de transporter toutes mes affaires sur le dos, j'aurais couru à la Oui. blessure. Donc et donc, je me suis dit, tiens, cette poussette qui coûte à peu près 500 euros, hein, par rapport au budget du Tour du Monde, c'est pas grand-chose, mais pourquoi ne pas demander au constructeur de la poussette de me Oui. sponsoriser? Et on m'a répondu dans un langage de juriste d'entreprise que l'usage que je comptais faire de cette poussette n'était pas en accordance avec l'intention du constructeur et que s'il m'arrivait quoi que ce soit, c'était donc à ma charge. Et donc, bon, j'ai compris très vite que, en fait, ça paraissait absurde presque ce que je faisais. Et donc, voilà, j'ai tenté quelques fois. Donc, j'étais autofinancé. Et ça, c'était important de régler le volet financier parce qu'il était hors de question pour moi, à partir du moment où je me lançais dans l'aventure, d'un moment donné, dire ah bah désolé, je dois arrêter, je dois abandonner parce que j'ai plus les moyens de continuer. Donc, ça, pour moi, c'était une porte que je voulais même pas laisser entrouverte. Donc, ça, c'était bouclé. La partie logistique, c'était effectivement d'abord comment transporter les affaires, d'où la solution de la poussette. C'était aussi, est-ce que c'est vraiment possible d'avancer au rythme que je me suis fixé, qui était le rythme d'un marathon par jour, 6 jours sur 7, Wow. et de trouver de quoi me loger, de me nourrir tous les 40 km en moyenne. Donc c'était une moyenne, il y avait des jours à 60 km, des jours à 30 naturellement. Et puis, donc en fait, de préparer étape par étape tout ce voyage à travers tous les continents que j'avais l'intention de traverser, ça m'a encore une fois renforcé dans l'idée que c'était possible et qu'il y avait effectivement de quoi. Alors bien sûr, il y a eu quelques nuits en camping, quelques nuits où j'avais pas de quoi me loger et trouver à manger et à boire, mais bon, je transportais avec moi. Mais c'était faisable. Et puis la partie physique, effectivement, donc tu as parlé de nutrition. Pour moi, c'était important d'être dépendant de rien.
Parce que sur les quatre continents, si moi j'ai besoin de manger au gramme près ceci, cela, eh bien, il y a des moments où ça va pas être possible. Donc pour moi, au contraire, c'était de pouvoir manger tout, de pouvoir varier mon alimentation hein, constamment et Tu de t'es malgré tout adapté en maintenir un fonction degré. du lieu, c'est Ouais. ça? Ouais, On j'imagine. mange ce qu'on trouve, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Particulièrement, donc moi je courais le matin, j'arrivais pour l'heure du déjeuner, hein, généralement je partais au lever du soleil. Et puis bah, quand on arrive, on a juste envie d'une bonne douche et de manger un bon repas. Donc s'il faut en plus passer des heures à chercher exactement la nutrition dont on a besoin, c'est pas possible. Et puis je vous le dis clairement, quand on est en train de traverser le grand Midwest aux États-Unis, où dans chaque ville dans laquelle on s'arrête, il y a juste un saloon, un motel et une gare de train, et ben, non, vous n'avez pas le choix, c'est la pizza congelée et le burger, et puis voilà. Et il n'y a que ça pour vous nourrir, et c'est très bien comme ça. Donc il fallait être très adaptable, et ça, c'était la clé sur ce voyage. Ouais. Alors, ce qu'on disait en off la dernière fois, je trouvais ça très intéressant et ça aussi, tu as découvert sur le terrain, c'est que la poussette, le fait que tu aies une poussette, ça t'a protégé quelque part du danger parce que les gens croyaient que peut-être tu avais un enfant. Ça, c'est Mmh. intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, je partais seule sur les routes du monde et bien sûr, donc les gens me disent toujours, ah, mais une femme seule sur les routes du monde, c'est tellement dangereux. Effectivement, on va tous penser au cas, aux faits divers en France de joggeuses qui se font kidnapper ou autres. Euh, j'ai réalisé au fur et à mesure en fait du voyage, hein, pour moi c'était pas évident dès le début, que cette poussette me protégeait parce qu'aux yeux du monde, j'étais une femme avec un bébé dans une poussette. Tout le monde pensait qu'il y avait un bébé dans cette poussette, il n'avait pas de raison de penser autrement. Et donc du coup, pour quelqu'un qui aurait probablement des envies pas très réglo ce jour-là, eh bien personne ne va s'arrêter sur mon cas parce que c'est très compliqué, une femme avec un enfant, etc. Une femme seule, oui, ça peut être une proie, mais pas une femme avec une poussette. Donc j'ai réalisé que ça me protégeait et ça attirait aussi beaucoup de bienveillance. Hein. Beaucoup de gens s'arrêtaient pour me demander si je voulais de l'eau, si mon bébé avait assez à manger, s'il voulait quelque chose. Donc, c'était une forme de communication et aussi de bienveillance. Donc, tu as utilisé à peu près, tu as dit 16 paires de chaussures usées. Actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de chaussures, tu sais, du running dans les magasins avec des bulles. Est-ce que c'est bon pour le pied, ça, finalement? Alors moi, mon approche hein, en termes physiques, ma préparation aussi, c'est beaucoup fondé sur. Je me suis fait ma propre éducation. Alors je me suis fait aider, hein, bien sûr, on apprend mieux avec les autres aussi. Donc j'ai eu l'aide d'un kiné qui n'était pas spécialisé dans la course à pied aussi. Et donc j'ai appris le rôle du pied, les 26 os du pied, les plus de centaines de ligaments, tendons et muscles qu'on a dans chaque pied et dont la fonction est naturellement d'amortir cette foulée. Donc effectivement, la chaussure, c'est un outil marketing. On vous vend un amorti qui n'est jamais de toute façon le millième de ce que le pied peut faire. Donc on vous vend quelque chose qui est un peu une délusion en fait, une désillusion pardon. Et en fait, le pied c'est faire ça. Donc l'idée pour moi, c'était d'avoir la chaussure la plus minimale possible, avec le moins d'amorti, le moins de talons, le moins de drop. Hein. Vous voyez, il y a des chaussures qui ont un angle pas possible, avec des talons beaucoup trop épais. Et donc, pour moi, l'idée, c'était d'être au plus près possible de ce que la nature fait le mieux, c'est-à-dire la biomécanique. Et donc, j'avais des chaussures que j'utilisais finalement très peu, hein, parce que 16 paires de chaussures sur l'ensemble du Tour du Monde, c'est-à-dire que mes chaussures faisaient en moyenne entre 2 et 3 000 kilomètres chacune. En gros, je les changeais quand la semelle perçait. Parce que quand on a un amorti donc sur l'avant du pied qui est très souple et très doux, ça fait qu'on utilise peu la semelle de la chaussure et voilà, ça fait un amorti très doux. C'est aussi pour ça certainement que j'ai eu zéro blessure sur l'ensemble de ce Tour du Monde. Ah bah, c'est surtout ça que je retiens, c'est surtout le côté zéro blessure. Ça, c'est Mm. extraordinaire. Oui, bah, c'est mon chiffre préféré. Hein. Vous voyez, il y a deux records du monde dans ce Tour du Monde. Il y a 700 marathons, il y a 28 240 km, il y a plein de chiffres. Wow. Mais le zéro blessure, pour moi, c'est celui qui est le plus important parce que je voulais absolument être capable de le faire en bonne intelligence. Et pour moi, le running, hein, la course à pied, c'est un sport dans lequel on se blesse énormément. Il y a entre 50 et 70% des coureurs qui préparent une course dans l'année qui se blessent chaque année. C'est énorme, il n'y a pas de sport où on se blesse autant en course à pied, alors que c'est le sport le plus naturel, on a envie de dire, même un enfant, c'est courir. Donc pour moi, c'était très important de retrouver ce que la nature avait fait pour nous, parce qu'on est une espèce qui a survécu à une certaine époque grâce à nos capacités de coureurs d'endurance. C'est comme ça qu'on se nourrissait aussi. Et donc, c'est important d'essayer au maximum de revenir à ça, de quelque chose de très naturel, une intelligence naturelle du corps. Quand tu sentais qu'il y avait une brûlure, enfin, quand ça commençait à chauffer, ou que tu sentais que ça allait peut-être aggraver ou pas la blessure, tu le sentais, et donc du coup tu anticipais, c'est ça?
Absolument, j'avais mis en place ce que j'appelle un scan corporel. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais non, en fait, c'était pendant que je courais, donc je démarrais ça le matin dans la première demi-heure de cours, j'en faisais un premier. Je partais de la pointe de mes doigts de pied, je remontais jusqu'à la base du cou, et j'écoutais toutes les parties de mon corps. Alors, ça pouvait être un truc tout à fait bénin, hein, des lacets trop serrés, et puis il y a quelque chose qui frotte. Et moi, je voulais même pas avoir une cloque, parce que pour moi, une cloque, c'était, enfin, quand on court un marathon tous les jours, si vous allez commencer à avoir des cloques, vous allez avoir les pieds dans un état pas possible, et surtout, vous allez être en souffrance. Donc c'était de tout écouter, de tout réajuster, des lacets trop serrés, ben tant pis, on s'arrête sur le bord de la route, on perd 2 minutes à refaire ses lacets, c'est pas la fin du monde, particulièrement quand on en court un tous les jours de marathon. Ça peut être une douleur dans le genou ou dans quelque chose qui commence à être inconfortable dans le dos. Eh bien, de ne pas passer, de ne pas se dire que c'est comme ça, de se dire non, non, c'est pas normal, ça ne devrait pas en fait. Donc, on repense à sa posture. Est-ce que le dos est bien droit? Est-ce que la foulée n'est pas trop longue? Et en fait, c'est une analyse en permanence, une analyse avec un feedback de la manière dont le corps se comporte. Alors, au début, ça demande beaucoup d'attention, et puis au fur et à mesure, je le faisais de manière très instinctive en fait. Il ne me prenait pas tant d'espace mental que ça. Mais c'est vrai que c'est une discipline que j'avais mise en place. Alors, question un peu plus générale, Marie, qu'est-ce que toi tu as appris de tes rencontres à travers la planète et qu'est-ce que ça t'a du coup appris sur toi-même? Alors, ce qui était formidable dans ce tour du monde en courant, c'est qu'effectivement, d'abord, j'ai rencontré beaucoup de gens sur différents continents, hein. Et puis, j'ai appris, en fait, c'est ça qui était formidable, j'ai appris l'histoire des continents, l'histoire presque des civilisations, on va dire, si on remonte un peu, à travers les rencontres que je faisais. Et c'était fort parce que bon, l'Europe est plutôt, alors disons, un berceau de civilisation, et ça m'est paru, ça m'a sauté aux yeux au fur et à mesure que je traversais les frontières, que les passages de frontières me racontaient l'histoire de ces pays. Il suffit de traverser les Balkans à pied pour s'en rendre compte. Et puis, à chaque fois qu'on enjambe le Danube, on se retrouve dans autre chose, dans une autre ethnie. Et puis, moi, ça m'a rappelé la guerre des Balkans. Mais quand j'ai traversé ce que j'appelle les continents de pionniers, que sont l'Amérique du Nord, l'Australie ou encore l'Amérique du Sud, eh bien, je l'ai vu, la marque des pionniers. Et j'ai aussi eu la chance incroyable de rencontrer ces gens qui sont des descendants des populations ancestrales, des aborigènes ou des Mapuches au Chili. J'étais accueilli chez Yvan, un Mapuche du Chili, qui m'a raconté son histoire. Lui, il est descendant de troisième génération des Mapuches. Il fait partie de ces gens qu'on a dépossédés de leurs terres. Et non seulement on leur a pris leurs terres, mais c'est pas tout, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'en leur enlevant leurs terres, on leur enlève leur tradition, on leur enlève leur croyances, on leur enlève leur mode de vie. Les Mapuches, tout comme les Indiens d'Amérique d'ailleurs, ou les aborigènes en Australie, avaient un équilibre fantastique entre les astres, la terre nourricière, et eux qui appartenaient à la terre, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient pas la terre, c'était l'inverse. Chief Seattle le dit, hein, le grand chef indien le disait, pardon. Et les Mapuches, c'est la même chose, leur drapeau représentait ça, cet équilibre incroyable. Et c'est fou de penser qu'il y a 3, 4 ou plus générations, on pensait que c'était eux les sauvages, qu'ils n'avaient rien compris. Et là, on est à un niveau tel avec notre rapport à l'environnement qu'en fait, on le sait que ce sont eux les singes. Et on a fait ce saccage entre-temps. Et moi, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai couru sur ces terres en Chili où, bah voilà, malheureusement, les beaux araucarias, ils sont plus là. Les forêts natives ont été détruites et maintenant, c'est des milliers de pins et d'eucalyptus propices au commerce du bois. Donc tout ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai entendu des gens qui m'ont raconté leurs histoires. Et ça, c'est très fort parce qu'on apprend beaucoup de ça. Et donc, est-ce que ça m'a changé moi? Probablement pas. Mon regard sur le monde, certainement oui. Intéressant. Est-ce que tu as un message, Marie, pour celles et ceux qui veulent, comme toi, réaliser leurs rêves, aller au bout de leur projet? Ben, oui, bien sûr. Moi, je dis toujours que quand on veut réaliser son rêve, il faut il faut le planifier parce que le plan, pour moi, c'est le pont qui rejoint l'imaginaire et le réel. Et à partir du moment où on a construit ce pont, on s'est donné la peine. Donc les rêves sont accessibles. Et puis surtout, il y a l'autre message, c'est qu'il y a une valeur énorme à, à aller chercher le monde soi-même, d'en faire sa propre expérience du monde. Vivre sur cette planète, c'est un privilège, c'est des expériences incroyables. Et c'est dommage de choisir de recevoir du monde ce qu'un écran nous en renvoie, en fait. Enlevez l'écran et allez-y. C'est une expérience sensorielle, c'est ce qu'on va sentir, c'est ce qu'on va entendre, c'est ce qu'on va goûter, toucher, c'est ce qu'on va ressentir. Et c'est une valeur extraordinaire, ça n'a pas de prix, ça. J'adore ton parcours parce que tu étais directrice, c'est ça, financière, à Oui. Singapour, et puis hop, tu es parti à l'âge de 42 ans. C'est fou. Enfin, moi, c'est toujours le truc qui m'intéresse, c'est comment tu t'es passé de l'un à l'autre, quoi. Tu t'es dit, c'est bon, je plaque tout.
Parce qu'il y a des gens, ils C'est restent une, chez eux, ouais. c'est Mais c'est tout. une liberté, mais en même temps, c'est une liberté que j'avais déjà beaucoup exercée au cours de ma vie adulte, C'était qui comme était ça une vie de avant? nomade. D'accord. C'est-à-dire que bah, voilà, je suis parti à 19 ans de France pour D'accord. terminer mes études à l'étranger, et puis j'ai vécu quelques années en Écosse, et puis j'ai fait le saut pour aller vivre en Grèce. Il y avait un travail là-bas en Ok. interne qui était disponible et je parlais pas la langue, je connaissais pas la culture. Et je me suis dit, allez hop, on y va, on pacte toute ma vie dans deux bagages et puis on y va. Et puis en fait, j'ai pris goût à faire ce genre de choses et puis à travers l'Europe, donc dans de nombreux pays, et puis carrément d'aller jusqu'à Singapour et puis d'aller en Asie. Et en fait, pour moi, c'était une espèce d'adrénaline, un peu comme une petite drogue. De temps en temps, j'ai besoin de mon shoot. Et c'est pas juste, encore une fois, hein, c'est pas juste la bougeotte pour la bougeotte, c'est ce sentiment incroyable d'arriver dans un endroit dont on ne maîtrise rien, ni les codes sociaux, ni le langage, ni rien. On ne sait pas comment on vit là, dans cette ville, dans cette rue où je suis, et puis de se familiariser à ça, et puis d'apprendre de lire comment les gens, là, à cet endroit, vivent le monde. Et c'est une richesse folle, et pour moi, c'est cette découverte-là en permanence, je ne m'en lasserai jamais, en fait. Et c'est ça qui continue à aiguiser ma curiosité pour le monde. Ouais. Donc là, actuellement, tu vas porter la flamme paralympique. C'est ça, j'ai été désignée par ma ville d'origine, C'est la énorme. ville de Rouen en Normandie, C'est oui. d'honneur, ouais. Porter... Bah, moi, je trouve que c'est un chouette honneur et puis surtout, bah, c'est surtout une reconnaissance probablement de ce que j'ai fait et puis de me donner l'opportunité surtout de participer à cet événement en transmettant les valeurs de l'olympisme et du paralympisme aussi, hein, qui parle d'inspiration, qui parle de partage, etc. Moi, je trouve que c'est très beau, et donc je suis honorée et donc je fais du mieux que je peux. Là, cette semaine, je vais dans un collège pour justement porter les bonnes valeurs de l'olympisme et puis pour en discuter avec les collégiens. Tu peux en parler du coup, de tes conférences. Du coup, tu sais, c'est quoi tes prochains étapes, objectifs? Là, des conférences, j'en ai donné beaucoup dans l'année qui a suivi mon tour du monde. C'était une année un peu off dans la mesure où j'écrivais le livre. Donc, mon livre Oui. s'appelle Le monde sous mes pieds. Il est sorti aux éditions Calman Levy. Et puis, donc, les conférences, c'était dans la foulée. Ça me maintenait aussi, hein, sachant que je suis revenu de ce tour du monde les poches vides, littéralement, vu que j'avais mis toutes mes économies dedans. Et donc là, cette année, c'est de revenir à mon activité professionnelle de consultante financière et puis de préparer ma prochaine aventure puisque je Ah, prévois de traverser un autre continent. Parce que dans mon tour du monde, j'ai pas pu traverser tous les continents. Si vous faites un oui. tour du monde, vous faites pas un quadrillage, donc il y a forcément des continents que vous laissez de côté. Donc là, je vais aller traverser l'Afrique en 2025. Voilà, donc une traversée de la côte ouest en Namibie jusqu'au Kenya. Et donc voilà, c'est prévu pour 2025. Donc je commence déjà mes préparatifs. Comme on dit, tu vas retourner au berceau de l'humanité, quoi, à la source. J'ai tellement hâte, ça va être tellement différent de tout ce que j'ai fait. Et puis je suis sûre que ça va être encore plein de belles surprises. Donc j'ai très hâte de me projeter déjà dans cette prochaine aventure. Bon, bah super, Marie. Alors dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, en fait, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram. On peut me retrouver, j'ai un site internet hein, sur lequel tout mon tour du monde a été documenté. C'est l'outil-run.com. Donc, l'outil, c'est L-O-O-T-I-E. Run, run.com. Donc là, bon, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez traduire. Hein, on traduit tous les sites internet avec Google Traduction. Et puis, sinon, sur Facebook et sur Insta, je suis aussi l'outil runner. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là et je réponds à tous les emails. Si vous avez des questions, si vous préparez vous-même votre aventure, voilà, vous pouvez me contacter sans aucun problème. En tout cas, merci beaucoup, Marie, pour cet échange et puis même pour tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'inspirante et on a besoin de gens comme toi, là, en ce moment, en cette période un peu sombre, de lumière. Et je suis très ravi, en tout cas, de pouvoir partager ton parcours. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté avec tellement d'attention et d'enthousiasme. Merci. Merci, Marie.